Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Turan Bekar. Turan Bekar est un homme bon. À 36 ans, cet ouvrier ne ménage pas ses efforts pour assurer le bonheur de sa famille. Avec sa femme, Ayten, qui est fleuriste, ils vivent heureux avec leurs enfants dans le pavillon qu'ils ont acheté à Oyonnax. Mais un jour d'avril 2015, leur vie bascule. Alors qu'il part livrer un bouquet confectionné par son épouse, Turan est sauvagement attaqué au couteau. Gravement blessé, il réussit à s'enfuir. Mais quelques instants plus tard, une voiture fonce sur lui et tente de l'écraser. 2 tentatives d'assassinat en quelques minutes. Décidément, quelqu'un semble prêt à tout pour le supprimer. Mais qui? Et surtout, pourquoi? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Mardi 14 avril 2015. Dans une forêt, au cœur du Jura. Il est 22h30. Un homme est tapi dans un buisson. Il a reçu une dizaine de coups de couteau. Et il perd beaucoup de sang. Mais son agresseur le traque encore. S'il bouge, il est mort. Puis il reprend sa fuite dans les bois. Son agresseur est toujours à ses trousses, mais il veut sauver sa vie. Voilà le début d'une affaire criminelle hors norme, digne d'un vrai polar. Tout commence quelques jours plus tôt, au printemps 2015, à Oyonnax, une petite commune verdoyante, nichée dans le massif du Jura. C'est ici qu'habite Turan Bekar, 36 ans, et sa femme Ayten, 35 ans. Le couple est marié depuis 19 ans. Ils ont 2 enfants, un garçon âgé de 16 ans et une fille de 6 ans. Et la petite famille coule des jours heureux à Oyonnax. Moi, j'ai aimé quand je suis venu ici parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Turan Bekar. Le travail, la nature, tout ça, le paysage est magnifique. J'ai décidé de faire ma vie avec ma famille ici, avec mes enfants. Turan Bekar est ouvrier spécialisé dans une entreprise de plasturgie. Et le père de famille ne compte pas ses heures pour assurer le confort de sa femme et de leurs 2 enfants. C'est un gros bosseur, hein. C'est quelqu'un qui bosse à l'usine, la nuit. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Il a même un autre travail, il conduit une limousine pour les mariages le samedi. C'est un bosseur, il n'y a rien à dire. Mehmet Bekar, oncle de Turan. Mon neveu Turan Bekar, il faisait tout pour que sa famille soit heureuse. Ayten, elle aussi, est une bosseuse. Elle est fleuriste et a aménagé son atelier dans leur pavillon. Elle peut ainsi travailler tout en s'occupant de leurs 2 enfants. Ses enfants, elle faisait tout pour eux en fait. Ayten faisait les décorations de voitures pour les mariages. Oktay Bekar, cousin de Turan. Elle vendait des bouquets de fleurs pour les fêtes des mères, fêtes des pères, tout ça. Ça se passait très bien, hein. On vendait bien. Il y avait beaucoup de clientèle, les bouquets ils étaient magnifiques. Hein. À force de travail, le couple parvient à acheter une maison au printemps 2009. C'était un rêve d'acheter une maison pour la famille. J'avais une maison, j'avais mes enfants, j'étais heureux. Ils avaient un beau couple, ils avaient une belle vie. Ils étaient heureux avec les enfants. Ils avaient une belle maison. C'est vraiment magnifique pour passer une vie heureuse ici, ensemble. Turan Bekar est un homme comblé.
sa petite vie s'organise entre l'usine et sa famille. D'ailleurs, il s'apprête bientôt à fêter ses 20 ans de mariage avec Ayten. Un bonheur parfait jusqu'à ce 14 avril 2015. Turan Bekar rentre chez lui, à son domicile, et son épouse lui demande à ce moment-là Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bekar. un service, c'est-à-dire d'aller livrer un bouquet de fleurs à un client. Et elle lui dit, voilà, j'ai préparé un bouquet. Alors, c'est un gros bouquet quand même, il y a des roses, il y a des marguerites, je crois des fleurs blanches, quelque chose comme ça. Elle a mis un petit mot marqué « Je t'aime » dessus. Ayten explique à son mari qu'elle a accepté de rendre un petit service à ce client. C'est un monsieur qui va à un rendez-vous avec sa bien-aimée, il n'a pas de voiture, alors tu vois, tu vas l'emmener à son rendez-vous avec le bouquet, tu vas le laisser là-bas, tu reviens. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit 22h15, tu le prendras au centre-ville et il t'attendra là-bas, vers le cimetière. J'ai dit d'accord, je serai là-bas, 22h15. Chez les Bekar, la soirée se passe tranquillement, en famille. À 22h, Ayten rappelle à son mari qu'il est l'heure d'aller retrouver son client devant le cimetière. Elle lui tend le bouquet qu'elle a confectionné avec soin. Puis, Turan quitte le domicile pour effectuer la livraison. Et je suis arrivé à 22h15 devant le cimetière. J'ai vu, il y avait un monsieur là-bas. Un monsieur, on va dire, endimanché, hein, il a mis un joli costume, il a des lunettes, je crois, carrées. Bon, il semble effectivement aller à un rendez-vous. Je me suis arrêté à côté de lui, j'ai dit, c'est pour vous les fleurs? Il m'a dit, oui, c'est pour moi. D'accord. Et j'ai dit, montez. Une fois le client installé dans la voiture, Turan lui montre le joli bouquet que sa femme a préparé avec le petit mot d'amour agrafé dessus. Le client est enchanté. Il lui indique alors le chemin à suivre pour l'amener jusqu'au lieu où il doit rejoindre sa petite amie. Et le monsieur lui dit allez en direction du lac Genin, je vous dirai où c'est, voilà, je vous indiquerai la direction. Alors que le lac Genin, c'est un endroit assez paradisiaque, hein, au milieu d'une forêt de sapins. On est monté direction la montagne. Sur la montagne, il commençait à poser des questions. Une conversation s'engage entre deux le long du trajet. Mais après quelques minutes, l'homme annonce qu'il ne se sent pas bien. Il demande à s'arrêter. Et d'un coup, la situation vire au cauchemar. Le passager sort un couteau, et là il se tourne vers Turan, et il lui donne des coups de couteau, il le poignarde. Il a sorti le couteau, il m'a poignardé dans le thorax. Le sang qui a coulé, d'ici. Le nez, la bouche, tout ça, quand il m'a poignardé. Je ne sais pas combien de coups j'ai pris dans la voiture. Parce que je compte pas les coups, là. Je compte ma vie, elle est en jeu. L'individu va porter 6 coups de couteau au thorax, à l'abdomen et au visage de Turan Bekar. Turan Bekar veut fuir, mais il est pris au piège. Dans la panique, il ne parvient pas à retirer sa ceinture de sécurité. Enfin, après quelques secondes, il réussit à se détacher et à s'échapper du véhicule. Je commence à sortir, il m'a mis un coup de couteau dans le dos. Commence alors une incroyable poursuite. À l'extérieur du véhicule, 6 nouveaux coups de couteau sont portés. J'ai pris là, je croyais que j'avais perdu l'œil. Tu prends des coups de partout, t'es ensanglanté. Turan est grièvement blessé. Pourtant, il se défend comme il peut. Turan Bekar arrive à porter des coups à son agresseur, et notamment un violent coup de poing. Et là, il commence à tomber par terre, je saute sur lui. J'essaie de prendre le couteau, mais j'arrive pas. Turan ne parvient pas à s'emparer de l'arme de son agresseur, qui est bien décidé à le tuer.
Alors, pour sauver sa peau, il prend la fuite. Mais le cauchemar continue. Dans la panique, son pied se prend dans une racine et il tombe. Quand je me relève, il est revenu derrière moi et là, il a mis un coup de couteau. Turan Bécquart, Il voulait m'égorger. Il a tiré avec le couteau, là. Et ça a claqué ici. Ce dernier coup de couteau est d'une violence terrible puisque la lame se brise dans la gorge de Turan Bécquart. J'ai tellement peur que mes nerfs, ils sont vraiment cryptés à 100% que je ressens aucune douleur. Et c'est vraiment horrible. Turan Bécquart a la lame du couteau dans la gorge. Il hurle. Plus je veux faire tourner ma tête, plus la lame, elle va s'enfoncer dedans. Et là, j'ai pas réfléchi à comprendre. Turan Bécquart arrive lui-même à extraire la lame qui était restée coincée dans sa gorge. Quand j'ai enlevé la lame, j'ai senti du chaud qui glissait sur mon cou. La lame a frôlé la carotide. Turan perd beaucoup de sang. Au total, il a reçu 12 coups de couteau. Et son agresseur revient à la charge. C'est vraiment l'énergie du désespoir. Enfin, on se demande avec le nombre de coups de couteau qu'il a pris. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Comment il a encore la force, l'énergie de le repousser, mais il arrive à lui décocher un deuxième coup de poing. Son agresseur perd ses lunettes, ce qui va permettre à Turan Bécquart de s'enfuir à travers les bois. J'ai tout laissé tomber et j'ai sauté dans la forêt. Je me suis échappé, oui. Turan Bécquart s'enfuit. Il est à bout de force, alors il se cache dans les fourrés. Mais son agresseur est à ses trousses. Turan Bécquart entend son agresseur qui le traque. Je me suis caché dans la forêt et je l'ai observé. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il voyait pas où j'étais parce que c'était tout noir. Alors il a amené la voiture, il a mis les pleins phares et il regardait encore s'il peut me voir. Et moi j'étais bien caché. J'étais bien caché dans les buissons. Il se sent vraiment comme une bête traquée, quoi. Donc surtout, il ne bouge pas, il ne respire pas. Quand il respirait, je respirais comme lui. Il croit que c'est sa respiration. Parce que si on fait l'inverse, il va entendre. Il est là, il va dire. Il peut juste entendre ça et c'est fini pour toi. Ça peut te tuer. Turan Bécquart vit les instants les plus longs de son existence. Le moindre mouvement peut lui coûter la vie. Au bout d'une dizaine de minutes interminables, l'agresseur abandonne. Il s'en va. Turan a du mal à y croire. Il sort de sa cachette et il reprend sa course. Mais il est très affaibli. Après un quart d'heure de marche à travers les bois, il a une lueur d'espoir. Il distingue les phares d'une voiture qui arrive dans sa direction. Quand j'ai vu les pleins phares qui venaient, tout doucement, il roulait à 40 par là. J'ai dit, je vais l'arrêter, il va me sauver. J'ai dit au secours, tout ça, je suis sorti devant lui. Il se met plus ou moins en travers de la route, il fait des signes. Et plutôt que de ralentir, le véhicule accélère. La voiture lui fonce dessus. D'un coup, il a braqué sur moi. Il m'a foncé dessus, sur la voiture. Waouh! Turan comprend immédiatement qu'il s'agit de son agresseur, bien décidé à terminer son travail. Au dernier moment, Turan Bécquart arrive à se jeter dans le fossé. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bécquart. Le conducteur du véhicule, en voulant percuter Turan, perd le contrôle de son véhicule, tombe dans le fossé et va percuter un arbre. Monsieur Turan Bécquart échappe alors à une deuxième tentative d'assassinat en quelques minutes. Turan reprend sa fuite à travers la forêt.
Il chancelle, il est au bord de l'évanouissement. Mais soudain, il aperçoit les lumières d'une habitation. Là, je voyais de la lumière, lointain. C'est l'auberge du lac de Genin. Fallait là-bas, j'ai dit. Parce que si je fais le contraire, il y a 20 km l'autre côté. Cette auberge, c'est sa seule chance de s'en sortir. Là-bas, il y aura forcément des gens qui pourront l'aider. Mais elle est à plus d'1 kilomètre. Et dans son état, il n'est pas sûr d'y arriver. J'avais plus de force. Je commence à voir du noir. Je voyais plus rien, ma tête qui tournait. Je suis tombé plusieurs fois dans la forêt aussi. Le kilomètre qui le sépare de l'auberge semble infranchissable. Mais son envie de vivre est plus forte que tout. Faut que je tienne parce que j'ai des enfants, il faut que je reste en vie pour eux. Turan Bécquart met plus d'1 heure à parcourir ce dernier kilomètre. Lorsqu'il arrive enfin à l'auberge du lac de Genin, il est 23h40. Il est à l'agonie. Arrivé à l'auberge, j'ai dit au secours. J'ai tapé sur le carreau. Monsieur Godet, le patron de l'établissement, est en train de faire du nettoyage après le service du soir. J'ai entendu une voix à l'extérieur, un monsieur qui criait « Au secours, on me poursuit avec un couteau, quelqu'un veut me tuer ». Denis Godet, propriétaire de l'auberge du lac Genin. J'ai ouvert une fenêtre et j'ai regardé ce qui se passait. J'ai vu monsieur Bécquart en sang au milieu de la route. Je me suis posé par terre. J'ai dit c'est bon, je suis arrivé. J'ai bien vu qu'il avait perdu beaucoup de sang et que c'était une urgence. J'ai appelé les pompiers directement pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Cet aubergiste, il le sauve, Turan, clairement. Avec le sang qu'a perdu Turan Bécquart, certainement, il serait plus là pour en parler. En quelques minutes, les secours et les gendarmes arrivent à l'auberge. Et lorsqu'ils découvrent Turan Bécquart, ils comprennent tout de suite qu'il s'agit d'une urgence absolue. Il y a une gendarme, elle a fait ça, j'ai dit c'est foutu. J'ai dit c'était une catastrophe. Elle a fait oh. Donc il est ensuite pris en charge par les pompiers et par le SAMU, il est évacué à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Après, je me souviens plus de rien. Turan Bécquart est transporté à l'hôpital de Lyon. Il est entre la vie et la mort. Les enquêteurs n'ont pas pu l'interroger et ils ignorent encore ce qui lui est arrivé. Ils attendent que le jour se lève pour procéder aux premières constatations et comprendre quel drame s'est joué dans cette forêt. Alors que les médecins font leur possible pour sauver Turan Bécquart, sa femme, Ayten, ignore toujours qu'un malheur est arrivé à son époux. Dans l'urgence, personne n'a pensé à la prévenir. Alors, dans son pavillon, elle fait les 100 pas. Quand son mari part le soir du 14 avril, elle ne le voit pas revenir et elle s'inquiète. Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bécquart. Elle était totalement paniquée, elle était totalement angoissée. Donc elle a appelé l'oncle de la victime et puis son frère, Engin. Ayten, elle m'a appelé vers minuit en disant « Tonton, ton neveu, il est toujours pas rentré. Est-ce qu'il est avec toi ?» Mehmet Bécquart, oncle de Turan. J'ai dit non, je sais pas. Et du coup, on a décidé d'aller voir avec son frère Engin. On a cherché dans la rue d'Ouena. On n'a pas trouvé sa trace. Je suis inquiet parce que je me demandais où il était en fait. L'oncle et le frère d'Ayten arpentent toute la nuit les rues d'Oyonnax. Mais personne n'a vu Turan et ils sont morts d'inquiétude. Au petit matin, Ayten entend une rumeur qui se propage dans le village.
Elle a entendu dire qu'il y aurait eu une agression vers le lac Genin. Son mari n'étant pas rentré, Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bécart. elle craint que ce soit son époux qui ait été agressé la veille. Ayten a un mauvais pressentiment. Alors elle se précipite à la gendarmerie. Elle vient comme ça pour dire « Est-ce que c'est pas mon mari ?» Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Je suis inquiète, il n'est pas revenu. On lui explique que son époux est grièvement blessé, que son pronostic vital est engagé. Elle tombe en pleurs, elle semble véritablement traumatisée. Elle est interrogée par les enquêteurs, mais elle n'a aucune idée de qui a pu commettre l'agression. Ayten Bécart est en état de choc. Elle est incapable de répondre aux enquêteurs. Elle a tout juste la force d'appeler sa famille pour leur annoncer la terrible nouvelle. Et eux aussi sont effondrés. Je priais au Dieu comme quoi il s'en sort, mais tout ce coup de couteau, j'ai dit ça y est, il va pas s'en sortir. Je pleurais, j'étais pas bien, j'avais pas trop d'espoir en fait. On avait très peur de ne plus le revoir. Il pouvait mourir à tout moment. Octaï Bécart, cousin de Turan. Ce qui m'a fait le plus de mal, c'était la peur de le perdre. Et on était choqués, on se posait 1000 questions. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour tenter de voir plus clair dans cette affaire, les enquêteurs commencent leurs investigations. « 8 heures après l'agression du père de famille, les gendarmes passent la forêt au peigne fin. Rapidement, ils retrouvent le véhicule de Turan Bécart à 1 kilomètre de l'auberge. Et quelques mètres plus loin, ils tombent sur la deuxième voiture, dans le fossé, celle de l'agresseur. Dans ce véhicule, les enquêteurs découvrent un téléphone portable et un couteau ébréché. Sans tarder, les enquêteurs relèvent la plaque d'immatriculation du véhicule. Ils espèrent ainsi pouvoir remonter jusqu'à son conducteur. Les enquêteurs vont identifier M. Kemal Koban comme le propriétaire. Les gendarmes sont satisfaits. Après 24 heures d'enquête, ils ont déjà un nom. Kemal Koban. C'est le propriétaire de la voiture. Reste à déterminer si c'est bien l'agresseur de Turan. Mais pour le moment, il est le suspect numéro 1. Avant de l'interpeller, les gendarmes veulent en savoir plus à son sujet. Et ils effectuent une rapide enquête de personnalité. Kemal Koban, c'est un homme très banal, 48 ans. Johan Foubert, avocat de Kemal Koban. Membre de la communauté turque à Oyonnax. C'est un homme célibataire, il est divorcé. Il a fait des petits boulots dans la maçonnerie, etc. Mais ça fait plusieurs années qu'il travaille plus. Kemal Koban est quelqu'un d'apprécié, assez discret. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Les gendarmes sont surpris. L'homme n'a pas le profil d'un délinquant. Son casier judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation pour travail dissimulé. Les enquêteurs se demandent s'il ne serait pas en train de faire fausse route. Pour le savoir, ils décident d'interpeller Kemal le lendemain du drame pour l'interroger. Mais il y a un problème. Les gendarmes vont rechercher Kemal Koban, qui d'habitude se trouve toujours dans un café ou un autre de la ville, et il sera totalement introuvable. Kemal a disparu des écrans radars. Pour Turan, hospitalisé dans un état grave, savoir son agresseur dans la nature est une angoisse supplémentaire. Ça m'inquiète parce que c'est un tueur qui lâche pas. Peut-être il peut me retrouver et me tuer. Turan Bécart. Il n'a pas fini sa mission. Moi, je dormais plus, la nuit. Pour les gendarmes, cette disparition est la preuve que Kemal pourrait être mêlé à cette affaire. Alors, ils perquisitionnent son appartement. Et ils ne vont pas le regretter. Ils vont trouver sur place des vêtements tachés de sang. Il y a également des chaussures qui ont été abandonnées. Manifestement, il
il y a des traces de boue, donc ça peut effectivement être mis en relation avec l'agression de la veille. Les gendarmes poursuivent leurs fouilles. Et ils mettent la main sur un indice étonnant. Les enquêteurs vont trouver sur une table chez Kemal Koban un morceau de papier sur lequel sont inscrits 2 numéros de téléphone, un numéro de téléphone fixe et un numéro de téléphone portable. Ces numéros de téléphone appartiennent à l'épouse de monsieur Turan Bekar, Ayten Bekar. Les enquêteurs sont stupéfaits. Pourquoi leur suspect a-t-il les numéros de téléphone d'Ayten ? Cette femme, éplorée depuis l'agression de son mari, serait-elle pour quelque chose dans cette sordide histoire ? Pour ne pas lui mettre la puce à l'oreille, les gendarmes veulent entendre son mari en premier. Le 16 avril 2015, 2 jours après son agression, le pronostic vital de Turan Bekar n'est plus engagé. C'est un véritable miraculé. Je suis très chanceux d'être vivant, ouais, je comprends pas pourquoi. J'ai miraculé, on peut dire pire que ça, ouais. J'ai été béni par des dieux. Ouais. C'est un vrai miraculé, Turan Bekar. On se demande pourquoi il est encore de ce monde. C'est une affaire exceptionnelle qui est digne d'un polar. C'est une histoire incroyable, quoi. Franchement, c'est un film. Je m'en sors très très bien, oui. Je suis content, oui. Je suis pas handicapé, je suis bien. Ça va. Même s'il est tiré d'affaire, Turan Bekar est toujours affaibli. Mais il peut enfin être interrogé. Un enquêteur l'auditionne sur son lit d'hôpital. Et il commence par la question qui l'intrigue. Que faisait-il dans les bois, en plein milieu de la nuit ? Moi j'ai dit c'est ma femme qui m'a envoyé livrer des fleurs avec quelqu'un. Il fallait que je le dépose ici. Et là, en route, il m'a arrêté sur le chemin et il m'a poignardé. Pour l'enquêteur, tout s'éclaire. Kemal Koban est tout simplement l'un des clients de Ayten, la femme de Turan. Il n'y a donc rien d'étonnant à retrouver son numéro de téléphone chez lui. Le gendarme poursuit son audition. Il veut avoir la confirmation que Kemal est bien l'agresseur de Turan. Et lui présente une planche photographique sur laquelle apparaissent une dizaine d'individus. Parmi eux, le suspect. J'ai dit c'est lui, en seconde près, je l'ai reconnu tout de suite. Ils m'ont posé la question si je le connais. Non, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Non. Les gendarmes sont maintenant certains de tenir l'agresseur de Turan. Mais une chose leur échappe. Pourquoi Kemal s'est-il acharné sur lui ? Pour le moment, les gendarmes n'ont pas la réponse à cette question. Dans la chambre d'hôpital, l'audition de Turan se poursuit. L'enquêteur cherche maintenant à savoir s'il a des ennemis. Non, j'ai personne qui veut me tuer. Je suis quelqu'un de tranquille, qui a pas d'ennemis. Turan Bekar n'a jamais eu affaire à la justice. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bekar. C'est monsieur tout le monde. Turan, c'est une personne très calme. Oktay Bekar, cousin de Turan. Il est très gentil, il cherche pas les problèmes, pas les embrouilles. Je comprends pas pourquoi lui il veut me tuer. Le gendarme n'est pas très avancé. Turan Bekar ne voit pas qui pourrait lui en vouloir à ce point-là. Mais l'enquêteur insiste. Il l'encourage à se souvenir du moindre fait qui pourrait le mettre sur une piste. Après réflexion, Turan lui livre une anecdote étonnante survenue quelques jours avant son agression. 2 jours avant les faits, son épouse lui a demandé de signer ce qu'il appelle un papier marron qui semble être une assurance vie. Elle m'a dit j'ai pris une assurance décès de 800 000 euros. En cas de, si nous arrive à un ou deux quelque chose, on héritera de 800 000 euros. J'ai dit ça aux gendarmes. Il m'a dit c'est bon, j'ai compris. Cette nouvelle fait l'effet d'un coup de théâtre. Signer un tel contrat 2 jours avant les faits, c'est évidemment suspect. Les enquêteurs doivent en vérifier l'existence, mais cette recherche va prendre du temps. En attendant, ils ont Ayten dans leur collimateur. Ils imaginent qu'elle aurait pu manigancer toute cette histoire pour faire tuer son mari et toucher ensuite la prime d'assurance.
Mais Ayten a-t-elle le profil pour monter une telle machination ? Pour y voir plus clair, les gendarmes interrogent les proches. Ils veulent en savoir plus sur le couple. Alors Turan Bekar et sa femme Ayten, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont cousins déjà. Ma mère et son père, c'est des frères. Alors Turan, il est né en France, elle est née en Turquie. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Et il a été, entre guillemets, la chercher en Turquie, elle avait 17 ans. Ils se connaissaient, ils s'aimaient, ils ont voulu se marier. Ma famille a demandé Ayten pour moi et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Turan et Ayten affichent un bonheur qui fait plaisir à voir. Le couple s'épanouit, elle dans son magasin de fleurs, lui à l'usine. Et l'arrivée de leurs 2 enfants les comble de bonheur. Mais les années passent et à la maison, les rires laissent place aux disputes. Ils ont eu des hauts et des bas dans leur couple. Donc oui, ils avaient des disputes. D'un côté, on a Monsieur Bekar qui a le profil d'un homme doux, simple, calme, posé. Et du côté de son épouse, un caractère beaucoup plus tranché, beaucoup plus autoritaire. C'est elle qui contrôlait la maison, quoi. À la maison, c'était elle le chef. Si sa femme, elle dit, tu sors pas de là, il sortait pas. Tu vas pas là, il va pas. Mehmet Bekar, oncle de Turan. Si elle disait, tu parles pas avec lui, il parle pas. D'après les proches, Ayten a donc l'ascendant sur son mari, mais cela n'en fait pas pour autant une coupable. Cependant, cette histoire d'assurance vie continue de leur trotter dans la tête, car il s'agit là d'un mobile parfait. Alors, ils décident d'interpeller Ayten et de la placer en garde à vue. Trois jours après le drame, la jeune femme est interrogée. Elle semble bouleversée. D'emblée, les gendarmes lui demandent si cette livraison de fleurs était un leurre, un piège pour faire tuer son mari. Et sa réponse va les désarçonner. Elle dit, mais pas du tout, non, moi je lui ai jamais demandé de livrer un bouquet de fleurs. Au contraire, c'est lui qui m'a demandé de préparer un bouquet de fleurs. Et qui est parti, je savais pas où il allait, il m'a rien dit, etc. Il est parti en lui disant je reviens. Ayten nie tout en bloc. Selon elle, son mari ment. Et ce n'est pas tout. Elle jure qu'elle n'a jamais entendu parler de Kemal, qu'elle ne sait même pas comment son numéro de téléphone s'est retrouvé chez lui. Les gendarmes ne savent plus qui croire. La jeune femme est en larmes, elle semble sincère. Elle tombe même de sa chaise quand il la questionne sur cette assurance vie. Elle est formelle. Elle n'a jamais rien fait signer de la sorte à son mari. Ayten, elle se défend, mordicus, elle dit que c'est pas elle qui a pu faire ça, c'est une bonne épouse, pourquoi est-ce qu'elle aurait tué son mari ? Elle n'a jamais cessé d'aimer son mari. Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bekar. C'était le père de ses enfants. Il était totalement impossible pour elle de vouloir lui ôter la vie. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise, car Ayten ne leur a pas tout dit. Elle leur raconte maintenant que si elle aime son mari, il ne lui rend pas la vie facile. Elle commence à décrire un quotidien avec lui qui est un véritable enfer conjugal. C'est une femme battue, elle a voulu se séparer de lui, mais lui il veut pas, elle voulait divorcer. Vraiment, elle l'enfonce au maximum, on va dire. Selon Ayten, Turan Bekar serait un mari violent. Et c'est une information qui intéresse les gendarmes. Ils décident de l'interroger à nouveau. L'homme, toujours convalescent, n'en revient pas de ces accusations. Je commence à me mettre en colère parce que je me dis pourquoi elle dit ça. Je pourrais pas faire ça à une femme, ça se fait pas. Monsieur Bekar a toujours contesté avoir porté le moindre coup sur son épouse. Afin de savoir qui dit vrai, les gendarmes décident de creuser cette histoire de violence conjugale.
et ils découvrent qu'Ayten s'était déjà présenté dans leur service pour dénoncer son mari. Il y a eu, certes, 4 plaintes qui ont été déposées, mais toutes ont été classées sans suite. Les gendarmes n'ont jamais eu la moindre preuve de la violence de Turan Bekar. D'ailleurs, il est révolté par cette accusation. Non seulement il nie avoir levé la main sur sa femme, mais il l'accable à son tour de reproches. Elle s'énervait pour rien, ouais. J'allais chercher peut-être un paquet de cigarettes au bureau de tabac. C'était la crise totale. Les sujettes à des crises d'hystérie, il s'en prend régulièrement à son épouse. C'était une femme agressive. Elle piquait des crises, elle cassait tout la maison. Quand elle s'énerve, c'est violent. Tout ce qu'elle trouve, elle casse. S'il le faut, elle prend un couteau. Elle devient dangereuse, en fait. J'ai vu avec mes yeux. C'était une catastrophe. D'un coup, comme ça. C'était une catastrophe. Les gendarmes sont perplexes. Ayten nie toutes les accusations. Elle n'a pas essayé de tuer son mari, au contraire, c'est elle qui est victime de violence. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Ils sont convaincus qu'elle a attiré son mari dans un piège mortel avec ce bouquet de fleurs et que Kemal est son bras armé. Alors, à l'issue de sa garde à vue, Ayten est mise en examen et incarcérée. Mais un nouvel élément fait douter les gendarmes. Le 7 mai 2015, alors que Kemal est en cavale depuis 3 semaines, les enquêteurs reçoivent un message d'alerte. Le fuyard vient d'être enfin repéré. Kemal Koban va être localisé grâce à son téléphone portable. Johan Foubert, avocat de Kemal Koban. À Villefranche-sur-Saône, à environ une centaine de kilomètres d'Oyonnax. Les gendarmes se précipitent à Villefranche-sur-Saône et interpellent Kemal. Dans la foulée, il est placé en garde à vue. J'étais vraiment soulagé. J'étais très content, oui. Turan Bekar. Si maintenant il va être jugé tout ce qu'il a fait et tout, on va savoir la vérité, tout ça. Les enquêteurs, eux aussi, espèrent connaître la vérité et comprendre quel rôle Ayten aurait pu jouer dans cette sombre affaire. Kemal est le seul à pouvoir le dire. Mais ils vont être très surpris par sa réponse. Il ne connaît pas Ayten Bekar, malgré la présence des numéros de téléphone sur la table chez lui. Il dit qu'il n'a jamais été en contact ni téléphonique ni physique avec ma cliente. Les gendarmes ne s'attendaient pas à cette réponse. Ils le confrontent alors avec toutes les preuves retrouvées chez lui. Les chaussures, le sang, et ils parviennent à le faire parler. Mais là encore, ils sont stupéfaits de sa version. Il va servir aux enquêteurs une toute autre histoire. Hein. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. C'est-à-dire que lui, il va dire oui, j'avais rendez-vous avec Turan, effectivement. Non, mais c'était pas pour une histoire de fleurs. En fait, c'était mon dealer. Turan Bekar, ce père de famille a priori sans histoire, serait-il un dealer de drogue ? Les enquêteurs sont curieux de connaître la suite de la version de Kemal. Il explique que son rendez-vous avec Turan pour la drogue a très vite dégénéré. Il a constaté sur place que le produit n'était pas de bonne qualité et s'en est suivi une altercation. Il explique alors que Turan Bekar s'est saisi d'un couteau et l'a menacé, qu'ils se sont battus et qu'il a blessé Turan Bekar. Et il justifie sa fuite par la peur de Monsieur Bekar. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bekar. Et la peur de représailles. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Rien à voir avec l'histoire que leur a racontée Turan. Kemal affirme qu'il l'a poignardé en état de légitime défense. Mais les gendarmes ont des doutes, car Turan Bekar n'a absolument pas le profil d'un dealer de drogue. Turan Bekar, manifestement, ne consomme pas de stupéfiants, n'en a jamais acheté et n'en a jamais vendu. Il me poignarde, après ça suffit pas, et il me salit.
C'est vraiment honteux. Les gendarmes ne croient pas à cette histoire. Après 48 heures de garde à vue, Kemal est mis en examen pour tentative d'assassinat et incarcéré. 3 semaines après l'agression de Turan Bekar, les enquêteurs ont 2 suspects derrière les barreaux. Pourtant, ils ne sont guère avancés, car Kemal et Ayten nient catégoriquement. Selon eux, Turan est un menteur. Mais les gendarmes sont convaincus qu'ils sont de mèche. Alors ils ne lâchent rien et leur ténacité va payer. Un mois après l'incarcération de Kemal, les enquêteurs font une découverte de taille. Le suspect s'est procuré un téléphone clandestin en prison. Pour les gendarmes, c'est une aubaine. Ils le placent discrètement sur écoute et les résultats ne tardent pas à tomber. Kemal Koban va joindre un certain Murat Civil. Et lorsqu'il l'a au téléphone, le ton monte, il se fâche et il réclame qu'on lui verse des sous. Il dit, j'ai fait comme on m'a dit, etc. Mais maintenant, il me faudrait de l'argent, faut tenir ta parole, faut me donner de l'argent. Il ira jusqu'à dire à Murat que s'il ne récupère pas l'argent, les choses tourneront à l'envers et qu'alors chacun purgera sa peine. Ces écoutes téléphoniques intéressent au plus haut point les enquêteurs. Qui est ce Murat à qui parle le suspect? Pourquoi lui réclame-t-il de l'argent? Les gendarmes mènent une petite enquête sur son compte. Murat Civil sur Oyonnax, c'est un chef d'entreprise très respecté, quelqu'un qui a réussi. C'est un homme intelligent. Agnès Bloise, avocate de Murat Civil. Totalement inséré, qui a une absence totale d'antécédents judiciaires. C'est un homme qui est marié, qui est père de 2 enfants. Il est toujours prêt à aider ceux de la communauté turque qu'il côtoie, qui n'ont pas eu sa chance, qui n'ont pas eu sa réussite. Les gendarmes sont étonnés. Ce chef d'entreprise est a priori au-dessus de tout soupçon. Alors, pourquoi Kemal le menace-t-il pour obtenir de l'argent? Les enquêteurs vont vite faire le lien avec leur affaire. Ils découvrent que Murat est un vieil ami d'Ayten et ils ne vont pas tarder à en apprendre plus. Le 24 septembre 2015, 5 mois après l'agression de Turan, Kemal est toujours en prison et toujours sur écoute téléphonique. Le suspect réclame plus que jamais son argent. En vain. Alors il demande à être entendu par les enquêteurs et son témoignage va tout changer. Kemal Koban, il décide de tout balancer. Et là, il déballe tout. C'est plus une histoire de transaction de drogue. Là, il raconte qu'il y a un complot. Un grand complot familial tendant à la suppression de M. Bekar. Il dit clairement, j'ai été recruté pour poignarder, pour tuer Turan Bekar. Et donc il raconte que le frère de la femme de Turan, qui s'appelle Engin, et Murat Civil lui ont demandé, contre une somme de 8 000 €, de tuer Turan. Kemal vient enfin de lâcher la vérité, celle que les enquêteurs recherchent depuis 5 mois. Ayten a bien commandité l'assassinat de son mari et un nouveau complice apparaît dans l'affaire. Son frère, Engin. Et Kemal Koban n'en a pas fini avec ses révélations. Il raconte maintenant aux enquêteurs la genèse de cette tentative d'assassinat. Kemal Koban, il explique que c'est Murat Civil qui l'a recruté, on va dire. C'est des connaissances, on va dire, un peu de café. Il est pas très chaud au départ. Il raconte qu'il leur a même dit, mais moi, tuer quelqu'un, mais je peux pas faire ça, puis je sais pas faire ça en plus. Mais Kemal Koban a une addiction au jeu. Il joue beaucoup, mais de toutes petites sommes. Il doit toujours de l'argent à tout le monde dans les cafés turcs. Et donc, il est criblé de petites dettes. Joanne Foubert,
avocat de Kemal Koban. Qui, mise bout à bout, constitue un endettement considérable pour lui. Les gendarmes découvrent que c'est finalement par appât du gain, pour rembourser ses dettes de jeu, que Kemal a accepté de tuer Turan. Mais ils apprennent aussi qu'il n'était pas seul sur les lieux. Murat l'aurait récupéré avec sa voiture dans la forêt juste après l'agression. On a un scénario qui se dessine, un exécutant, M. Koban, une commanditaire, Ayten, accompagnée par son propre frère, et un intermédiaire, à savoir M. Murat Sibyl. Les enquêteurs commencent enfin à savoir qui a fait quoi. Mais avant de lancer les interpellations, ils veulent se renseigner sur le frère d'Ayten. Mon client est âgé de 43 ans, totalement inconnu des services de police et de gendarmerie. Arnaud Lévy-Soussan, avocat d'Engin Yalcin. Ayant toujours exercé une activité professionnelle, je pense qu'on peut le qualifier de bon père de famille. Donc ça n'est pas une personne à problème. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Leurs 4 suspects dans cette tentative d'assassinat sont pour le moins atypiques. 2 maçons, un chef d'entreprise et une fleuriste. Et la suite de cette affaire n'a pas fini de les surprendre. Le 20 octobre 2015, Murat et Engin sont interpellés et placés en garde à vue dans des bureaux séparés. Le premier à être interrogé, c'est Murat, l'intermédiaire. D'emblée, les enquêteurs le confrontent aux accusations de Kemal. C'est lui qui l'aurait récupéré après le meurtre. Mais Murat livre une version de l'histoire bien différente. Murat Sibyl expliquera qu'il avait été sollicité par Kemal Koban pour venir le chercher sans autre explication. Arrivant sur les lieux, il voit 2 hommes se battre. Kemal Koban est dessous, Turan Bekar est dessus, il hale dessus, il va voir du sang, ça va d'ailleurs terriblement l'épouvanter. Il va continuer passer son chemin, faire demi-tour et il va voir un peu plus loin Kemal Koban qui va l'arrêter, le héler, l'interpeller, il lui dit « redescends-moi » alors même qu'il a du sang sur lui. Il va hésiter, puis il va finir par accepter de le redescendre, puis il va rentrer chez lui et ne plus vouloir avoir affaire à Kemal Koban. Murat affirme aux gendarmes qu'il est innocent. Il répète qu'il a juste été témoin malgré lui de cette tentative d'assassinat. Mais les enquêteurs sont très sceptiques. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est qu'il n'appelle pas non plus les pompiers. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Parce qu'il est censé être au courant qu'il s'est passé une attaque au couteau, une victime qui est peut-être là quelque part en train d'agoniser quelque part, et il dit rien. Les gendarmes insistent, ils veulent connaître la vérité. Mais ils ne tireront rien de plus de Murat. Ils espèrent qu'Engin, le frère, se montrera plus bavard, mais c'est peine perdue. Monsieur Engin Yalcin, il est abasourdi. C'est la première fois qu'il est entendu par les services de gendarmerie. Il explique aux gendarmes qu'il n'a aucun intérêt à s'en prendre à son beau-frère. Engin clame haut et fort qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, tout comme sa sœur Ayten. Ils sont innocents. Les gendarmes sont dubitatifs. Ils ont 4 suspects et presque autant de versions différentes de l'histoire. Alors comment s'y retrouver ? À défaut d'aveu, ils ont besoin de preuves. Et justement, l'enquête qu'ils mènent en parallèle des interrogatoires va livrer ses fruits. Depuis 5 mois, les enquêteurs n'ont pas lâché la piste de l'assurance vie. Un contrat qu'Ayten nie avoir fait signer à son mari juste avant sa tentative d'assassinat. C'est une pièce maîtresse de l'enquête. Alors les gendarmes réalisent un travail de fourmi et appellent les organismes d'assurance un par un pour en retrouver la trace. Et leurs efforts vont payer. C'était pas une assurance vie, en fait, c'était un simple contrat d'assurance auto. Et en cas d'accident, Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bekar. il y avait un capital qui pouvait aller jusqu'à 800 000 euros.
Grâce à ce contrat, si Turan meurt d'un accident de voiture, sa femme touchera 800 000 euros. Et les enquêteurs apprennent qu'Ayten a souscrit cette assurance le 11 avril 2015, soit 3 jours avant la tentative d'assassinat de son mari. Elle a été souscrite en catastrophe, c'est-à-dire que cette voiture qui n'était pas assurée depuis des semaines, depuis des mois, qui n'avait pas roulé, tout d'un coup, Ayten l'assure. Pour les enquêteurs, ça n'est pas une coïncidence. Ayten a pris cette assurance avec, en tête, l'idée de tuer son mari. Mais pour son avocat, cette hypothèse ne tient absolument pas la route. Les experts mandatés par les compagnies d'assurance n'auraient jamais manqué de constater que la victime a été poignardée. Quelqu'un qui s'est fait poignarder, ce n'est jamais par accident. Et par conséquent, donc, une assurance n'aurait jamais fourni un capital qui pouvait aller jusqu'à 800 000 euros. Donc il n'y a pas de motif financier et il n'y a pas de motif tout court dans cette procédure. Mais les enquêteurs n'en démordent pas. Ils imaginent qu'Ayten voulait faire assassiner son mari, puis brûler la voiture pour ne laisser aucune trace des coups de couteau. S'ils émettent cette hypothèse, c'est qu'ils ont découvert qu'Ayten n'en serait pas à son coup d'essai. Elle aurait déjà inventé des stratagèmes frauduleux pour toucher de l'argent des assurances. Les enquêteurs se rendent compte que Ayten, il y a souvent des voitures qui brûlent et de l'argent qui est touché. Ça les met sur la piste quand même de quelqu'un, d'une femme, finalement peut-être assez calculatrice, qui a pu comme ça échafauder un plan pour se débarrasser de son mari. D'ailleurs, les enquêteurs font une découverte qui va les conforter dans ce scénario. Quelques jours ou la veille, on va dire, de la tentative d'assassinat, elle se renseigne pour acheter une nouvelle voiture. Donc ça aussi, ça leur paraît curieux. Ils se disent, mais attendez, comment vous pouviez savoir que finalement, vous auriez besoin d'une autre voiture ? Et les gendarmes font une autre trouvaille, un nouvel élément machiavélique qui les conforte quant à la culpabilité d'Ayten. Elle a appelé une association de rapatriement des défunts en Turquie. Alors si on lui dit, mais pourquoi vous avez appelé cette association ? Vous saviez, la veille, que Turan, on allait tenter de le tuer. Alors, bon, elle dit que non, mais c'est le hasard, elle voulait se renseigner. Ma cliente avait souscrit une adhésion auprès de cette association bien des années avant, bien avant que cette affaire n'ait lieu. Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bekar. Alors qu'elle ait contacté cette association, ça ne signe pas non plus un quelconque projet criminel. L'avocat d'Ayten conteste, mais pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Ayten avait bien en tête de liquider son mari pour toucher la prime d'assurance. Un scénario sordide qui laisse Turan sans voix. Pour cacher les coups de couteau, ils allaient me brûler dans la voiture, ni vu ni connu. Turan Bekar. Ça allait me cramer. Ma fin était comme ça. Hein. C'est pas des êtres humains, ça. C'est des gens très dangereux. Il y avait le diable en eux pour faire ça. Du fond de sa cellule, Ayten continue à clamer son innocence. Le 22 octobre 2015, Murat et Engin sont à leur tour incarcérés et mis en examen pour le même chef d'accusation que leurs deux complices. Tentative de meurtre en bande organisée. Pour Turan Bekar, c'est toute sa vie qui s'écroule. Il a été trahi par son épouse, la mère de ses 2 enfants. Je comprends pas comment elle a pu faire un truc comme ça. Pour l'argent, pour tuer quelqu'un, son mari en plus. 20 ans de mariage en plus. Personne s'y attendait à ça, quoi. C'était un choc. Je pensais pas qu'elle va faire une chose pareille, en fait. Pas à ce point. Mehmet Bekar, oncle de Turan. De commanditer de tuer son mari. Elle a oublié que c'était le père de ses enfants. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas d'esprit, elle n'a rien. Elle n'a aucune pitié. Son mari, elle s'en fout. Ses enfants, elle s'en fout. Son but, c'est de tuer pour l'argent. Il n'y a que ça qui intéresse. J'ai été trahi pendant 20 ans par une femme que j'ai aimée.
Je m'attendais même pas à ça. 20 ans quand même, hein. Je pense qu'elle m'a jamais aimé. Turan Bécquart attend avec impatience le procès. Depuis le début, Ayten, sa femme, n'a jamais craqué. Elle hurle qu'elle est innocente. Mais pour Turan, il est important que la mère de ses enfants livre la vérité. Va-t-elle enfin fendre l'armure ? Le procès pour la tentative d'assassinat de Turan Bécquart s'ouvre le 21 juin 2019 devant la cour d'assises de l'Ain. 4 ans après sa terrible agression, il espère des aveux de sa femme. Mais c'est peine perdue. Seul Kemal reconnaît les faits. Ayten, Engin et Murat jurent encore à l'unisson qu'ils sont innocents. Les 3 co-accusés qui plaident l'acquittement, Johan Foubert, avocat de Kemal Koban, ne feront que contester pied à pied, phrase après phrase, audition après audition, toute participation. Le dossier, quand on l'examine de manière rigoureuse, la place nécessairement doit être donnée au doute. Le doute doit nécessairement aussi conduire vers l'acquittement. Mais pour la cour et les jurés, le doute n'est pas possible. Le 28 juin 2019, après 6 jours de procès, c'est le verdict. Kemal est condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. Pour les 3 autres accusés, la cour retient la complicité de tentative d'assassinat. Engin, le frère, écope de 16 ans. Murat, l'intermédiaire, prend 13 ans. Ayten, considéré comme le cerveau de l'affaire, est condamné à la peine la plus lourde, 18 ans de réclusion criminelle. Les 4 accusés font immédiatement appel. Imaginez que cette femme est capable de préparer un bouquet, d'aller jusqu'au détail de ce mot d'amour. Agnès Bloise, avocate de Murat Civil. Ça fait froid dans le dos. Je peux vous dire que la photo du bouquet de fleurs a longuement circulé entre les jurés et qu'à mon sens, ça a été un des éléments qui ont conduit à la condamnation assez exemplaire d'Ayten Bécquart. C'est un bouquet d'amour qui devient un passeport pour la mort. Le procès en appel s'ouvre le 18 septembre 2020 à Saint-Étienne. Ayten et son frère crient toujours au complot. Le verdict est moins sévère qu'en première instance. Kemal est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Murat prend 12 ans. Engin écope de 16 ans, tout comme sa sœur Ayten. Pour Turan Bécquart, ces condamnations revues à la baisse n'effaceront jamais le mal qu'il a subi. Car pour lui, cette affaire est un véritable drame. Il a tout perdu avec cette tentative d'assassinat. Sa maison a été saisie, puis vendue aux enchères. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bécquart. Les échéances du prêt n'ont pu être honorées. Madame Bécquart étant placée en détention provisoire et Monsieur Bécquart étant hospitalisé. Ses enfants ont été placés. Son épouse a été placée en détention provisoire. Il a tout perdu. Ils m'ont massacré ma vie, ils m'ont pris ma maison, mes enfants, tout ça. Et je veux comprendre pourquoi. À cause d'une longue convalescence et de la saisie de la maison, les enfants de Turan Bécquart, mineurs au moment des faits, ont été placés par les services sociaux. Aujourd'hui, son fils aîné est majeur et vole de ses propres ailes. Mais sa fille, encore mineure, est toujours placée en famille d'accueil. Turan Bécquart espère pouvoir récupérer sa garde. Mais les démarches sont longues. D'avoir tout perdu, ça fait mal. Hein. C'est une catastrophe. Mais surtout, tout ce que tu as perdu, c'est pas l'argent. Turan Bécquart. C'est les enfants, la belle vie que tu avais avant, tu vois. Ça, t'as pas... Ça, c'est pas l'argent, ça. Ça, c'est d'être heureux, d'avoir une famille, c'est ça.
Quand je suis rêvé d'une famille. Non, j'ai même pas pu avoir une famille. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Le 25 septembre 2023, devant la cour d'assises de la Drôme, un procès sous haute tension s'ouvre à Valence. Et nous y étions. Dans le box, un homme de 58 ans. Son nom, Raymond Touillet. Il est accusé du meurtre sauvage de Chantal de Chilou, une mère célibataire sans histoire, il y a plus de 20 ans. Alors, que vont décider les jurés? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Nous sommes à Valence, le 24 septembre 2023, à la cour d'assises de la Drôme. C'est là que va s'ouvrir un procès hors norme. Un procès au cours duquel une famille dévastée vient chercher des réponses plus de 20 ans après un crime atroce. Cette famille en souffrance, c'est d'abord le fils d'une femme disparue. Je suis le fils de la dame qui a été décédée. Je m'appelle de Chilou Saint-Albert-Charles. Je suis né à Marseille. Voilà, moi c'était ma mère. C'est aussi Raymonde, la belle-sœur. Ça a été atroce. Des pleurs, des cris. Ça a été vraiment triste. Et puis enfin, Richard, le neveu. Moi, personnellement, j'avais peur qu'on en veuille à ma famille. J'étais quand même des fois le soir, traqué. Il y avait des voitures qui me suivaient. J'avais toujours cette crainte. Cette histoire, c'est celle d'un des premiers cold cases résolus en France grâce au travail d'une cellule spécialement créée à l'époque. Et ce procès exceptionnel démarre avec l'histoire d'une femme ordinaire dont le destin bascule brutalement. Tout commence le 1er août 2001, en fin de journée. Le téléphone sonne chez Chantal. Elle vit avec sa vieille maman, dont elle s'occupe seule, courageusement. Car depuis quelques années, malgré tous ses efforts, l'argent ne rentre pas et les dettes s'accumulent. La famille de Chilou habite à Laux. Fabien Bousquet, avocat des parties civiles. À Laux, c'est la banlieue proche de Marseille, c'est attenant à Marseille. On se trouve dans une commune tranquille. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Où il y a certes des petits actes de délinquance, mais ça n'a strictement rien à voir avec les caïds qu'on peut croiser du côté de Marseille. C'est un quartier calme, c'est provençal, typiquement provençal. Richard de Chilou, neveu de la victime. C'est un joli quartier, un joli coin. Chantal de Chilou, c'est une petite dame brunette, 50 ans, qui fait pas de bruit, un petit peu anonyme, qu'on voit pas forcément. Simple, aimante, avec des valeurs très fortes, celle du travail et celle de l'amour aussi qu'elle avait pour ses proches. Carla Samartano, avocat des parties civiles. C'était une femme sans histoire, une femme courageuse. Pour Raymonde, sa belle-sœur, la perte de Chantal est insurmontable. Ah, Chantal, c'était une brave fille. Moi, je la recevais souvent. Raymonde de Chilou, belle-sœur de la victime.
Pour les fêtes de Noël, pour les jours de l'an, on mangeait ensemble, je les recevais ici. À l'époque, Chantal est sans emploi. On peut même dire qu'elle tire le diable par la queue. Son mari a disparu à la naissance de son fils unique, Charles, qui ne vit plus avec elle depuis longtemps. Mais Chantal fait face. Ma mère s'est toujours occupée de elle, comme de moi. Ma mère, elle était un peu des problèmes, elle n'avait pas trop de travail. Charles de Chilloux, fils de la victime. Elle avait une très grande instruction, qu'elle était très cultivée, tout ça. Et puis ensuite, il y a une espèce de poisse qui s'est abattue sur cette femme. Aujourd'hui, elle n'a pas tellement d'argent, elle doit s'occuper de sa mère qui a des problèmes de santé, et puis elle a des problèmes de travail. Certains la disent lingère, on va dire femme de ménage, elle fait des petits boulots. Chantal était une personne gentille, serviable. Elle n'a jamais voulu quitter sa mère, elle s'est toujours occupée de sa mère, de son fils. Voilà, elle faisait les courses, elle faisait un peu ce qu'elle pouvait, elle cherchait des petits boulots. Lorsque, fin juillet 2001, à force de répondre à des dizaines d'offres d'emploi, elle entrevoit enfin une solution. Jusqu'au jour où elle a vu cette annonce, quoi. Alors quand le téléphone sonne chez Chantal ce jour-là, son visage s'illumine, car elle attend avec impatience une réponse au sujet d'une offre d'emploi qui pourrait tout changer. Chantal de Chilloux, un jour, elle a un coup de bol. Un coup de bol, c'est-à-dire qu'elle, qui n'a pas d'argent, tout d'un coup, quelqu'un va l'appeler et va lui proposer une offre d'emploi, un job, ce qu'elle recherche, c'est-à-dire un boulot de femme de ménage dans une colonie de vacances pour des enfants à la montagne. Et alors, pour elle, c'est une aubaine. C'est une aubaine, ce job. Il faut se rendre compte que, comme elle n'a pas d'argent, c'est l'occasion de pouvoir, comme on dit chez les joueurs de poker, de se refaire une nouvelle vie. Elle est déterminée à rejoindre cet emploi et à montrer son sérieux à son employeur. Raison pour laquelle elle prend le strict minimum et décide de se rendre à la gare de Marseille-Saint-Charles pour rejoindre son emploi. Elle est si déterminée à retrouver cet emploi qu'elle est même prête, elle l'annonce à son employeur, à venir en stop. Et l'employeur, ou plutôt son futur employeur, lui répond « Non, ne venez pas en stop parce que ça n'est pas prudent. » Et donc, elle décide de prendre le train. Au lieu de partir directement en direction de Vars, qui est la station de ski où elle était censée aller travailler, elle loupe probablement le train et décide de partir en direction de Valence afin de pouvoir prendre un car qui l'amènera alors à Vars. Mais hélas, le train a 35 minutes de retard et Chantal rate sa correspondance. Sauf que ce train retardé, elle la dépose aux alentours de Valence. Il est à peu près 21h, 22h. Le soir, toute seule, dans une gare qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue, avec pratiquement pas d'argent en poche, et aucune possibilité de rejoindre l'endroit où l'attend son employeur. Puisqu'elle ne peut pas prendre de taxi, encore une fois, c'est une femme qui n'a pas beaucoup de moyens, donc elle va errer dans cette gare, faut imaginer, c'est la nuit, avec cette petite dame, avec son petit sac qui se promène de cette manière. Pas d'éclairage, il n'y a pas de vidéosurveillance, et c'est une gare qui est relativement éloignée du centre-ville. Pas de car mis à disposition pour la ramener dans le centre de Valence. Elle va demander d'ailleurs à certains ouvriers, est-ce qu'il n'y aurait pas un hôtel? Parce qu'elle est complètement perdue. Et donc, on pense qu'elle part à pied. Et la dernière image qu'on a de Chantal de Chilloux, c'est le dernier cliché, presque le dernier témoignage. Et après, comme si il y avait quelqu'un qui avait enlevé ou gommé l'image de Chantal de Chilloux, après, elle disparaît complètement. Il y a un côté triangle des Bermudes, il y a un côté épouvantable. Nous sommes le lendemain, le 2 août 2001. Ce jour-là, dans la Drôme, à 250 km au nord de Marseille, un autre événement tragique, et a priori sans rapport, bouleverse la vie de toute la région. Vers midi 30, dans un sous-bois, un endroit fréquenté par des chasseurs, au bord d'une rivière,
il y a effectivement des chasseurs qui sont là avec les chiens, qui partent à la recherche de leur gibier. Et dans un endroit un petit peu reculé, le chasseur va repérer quelque chose d'abominable, de quelque chose qu'il n'imagine pas, un cadavre qui se trouve un peu caché, un peu dissimulé, hors du sentier. La gendarmerie est immédiatement alertée. Le périmètre est sécurisé dans l'attente de l'intervention de la police scientifique. Ce cadavre, il a plusieurs particularités. Le visage a été massacré, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il comporte une douzaine de plaies, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a démoli cette figure de façon à la rendre non identifiable. Les médecins légistes ont relevé pas moins de 72 lésions, ce qui démontre un réel acharnement de l'auteur des faits sur sa victime. Et un acharnement pas uniquement par les coups, puisque au-delà des coups qui ont été portés avec les mains, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de coups qui ont été portés avec un objet contondant, qui pourrait être une barre de fer. Mais il y a eu aussi des étranglements dont on voit la trace au niveau du corps. Il s'agit donc d'une femme qui a été étranglée et battue à mort, mais pas seulement. Certains éléments évoquent aussi un crime à caractère sexuel. Il y a un détail absolument sordide et épouvantable, c'est que la culotte et la jupe de la victime ont été brûlées, ainsi que l'intérieur des cuisses. Cela signifie que l'assassin, outre l'avoir étranglé, outre le fait de l'avoir frappé, de l'avoir martyrisé à coups de barre, l'a probablement violé et a voulu cacher son crime par un incendie, en brûlant le corps. On sait que c'est une femme, on sait que c'est une femme brune. Sans rien laisser au hasard, les gendarmes collectent tous les indices présents sur la scène de crime. Il y a, à côté du corps, un mégot de cigarette. C'est un mégot qui a été retrouvé entouré de gouttelettes de sang. Et pour les enquêteurs, la disposition des gouttelettes de sang est déjà une indication. Il est donc à peu près établi à ce moment-là que l'assassin a fumé une cigarette à côté du corps. Et la main ensanglantée encore a regardé le cadavre de sa victime. Des premières constatations terrifiantes. Elles évoquent un prédateur violent, mais aussi d'un sang-froid inquiétant. Les techniciens scientifiques poursuivent leurs observations. Et en dehors du mégot de cigarette, un autre élément retient immédiatement leur attention. Sur le sol, on retrouve des traces de pneus. Des traces de pneus qui vont amener forcément les enquêteurs à se poser la question de savoir quel est le véhicule qui aurait pu transporter le tueur, les tueurs et leurs victimes sur les lieux du crime. Les gendarmes vont donc faire ce qu'on appelle des moulages pour identifier à partir de ces traces le type de véhicule, et on va retomber sur une voiture de manière précise qui est une R21, une Renault 21. Et puis enfin, à moins d'1 mètre du corps de la victime, il découvre un dernier indice, une petite annonce découpée dans un journal. On se retrouve là avec un gigantesque point d'interrogation. Qui est cette femme ? Les gendarmes de la section de recherche de Grenoble sont rapidement saisis de cette enquête. Et ils ont de quoi s'occuper. Un corps non identifié, des traces de pneus de R21 et la petite annonce d'un journal. Des indices qu'il faut maintenant analyser et recouper. Une semaine plus tard, près de Marseille, à 250 km plus au sud, une famille s'inquiète. Chantal, qui est partie pleine d'enthousiasme vers son nouvel emploi, ne donne plus signe de vie.
Ma grand-mère appelle mon père pour dire c'est bizarre, il y a une semaine, 10 jours que j'ai pas de nouvelles de Chantal. Richard de Chiyou, neveu de la victime. Donc mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a de suite été à la gendarmerie du coin et il a dit, ben voilà, il y a ma sœur qui a disparu et on n'a pas de nouvelles d'elle depuis une semaine. Donc les gendarmes à l'époque lui répondent, ben vous savez, votre sœur, elle est majeure et vaccinée, elle a le droit de partir une semaine sans prévenir tout le monde, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Attendez un peu, monsieur, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc ça n'a pas eu lieu de nous alerter. Les proches de Chantal prennent donc leur mal en patience et restent dans l'angoisse près du téléphone. Mais les jours passent et il ne sonne toujours pas. De leur côté, les gendarmes de la Drôme ont poursuivi leurs investigations. Ils ont fait parler le morceau de papier trouvé près du corps mutilé. Il s'agit en fait d'une petite annonce d'un journal marseillais. Une petite annonce qui permet d'identifier la victime. Et cette petite annonce, on va tomber sur un numéro. C'est une femme. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Qui s'appelle Chantal de Chiyou. Les enquêteurs préviennent immédiatement la famille de Chantal. Pour Raymonde, c'est l'horreur. Tout espoir disparaît définitivement. J'ai entendu taper à la porte. Et quand j'ai ouvert, je me suis vu 3 messieurs qui sont venus, mais de la police criminelle. Je suis restée un peu surprise. Raymonde de Chiyou, belle-sœur de la victime. Je me suis dit, c'est pas chez moi. J'ai dit, c'est pas ici, vous faites erreur. Et les gendarmes viennent de Valence, ils viennent chez mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Qu'ils avaient retrouvé le corps de Chantal et qu'elle avait été assassinée. Chez les deux Chilous, c'est le choc. Pour cette famille, ce jour marquera à jamais la fin de l'insouciance. Mon père, il lui dit, je pense que c'est votre sœur, il faudrait venir identifier le corps. J'avais accompagné mes parents à l'époque. On avait pris la voiture, on était monté jusqu'à Valence. Patrice de Chilou, c'est le frère de Chantal. Il est très proche de sa sœur. Et tout naturellement, on lui demande d'identifier le corps de la victime. Une épreuve qui s'avère insurmontable. Mon père est rentré en premier. Il a fait un malaise. Il n'a pas pu, non, il est resté bloqué, figé, et il a perdu presque connaissance, quoi. Il est tombé dans les pommes, il n'avait plus à marcher, ça lui a coupé les jambes, quoi. Il a poussé un cri, mais un cri... j'ai jamais entendu un cri aussi fort que lui. Et il est tombé, ils l'ont ramassé, ils l'ont sorti dehors. On était en pleurs. Mais c'est pas possible, c'est pas ma sœur, c'est pas possible, c'est pas elle. Mais le corps doit être formellement identifié. Et Patrice n'est pas en état. Alors, une seule solution, que Raymonde s'en charge. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai pris mon courage à 2 mains et ils m'ont découvert le corps une 2e fois. Et donc, j'ai dit, oui, c'est bien elle. Ils me dit, vous êtes sûre? J'ai dit, oui. Que c'était ma belle-sœur, qu'il s'agissait d'elle. Et quand j'ai vu ça, écoutez, je suis partie en larmes. En larmes. Ça a été atroce. Des pleurs, des cris. Ça a été vraiment triste. Mon père, à ce moment-là, il a pas mal changé. Il a vraiment été touché, bouleversé au plus profond de lui. Et de perdre sa sœur, et surtout, je veux dire, dans les circonstances qu'elle est morte, quoi. Derrière, il a fait une grosse dépression. Il est parti, il s'est dégradé. J'ai vu mon père, je veux dire, périr, quoi. Il mangeait plus. Il était devenu anorexique, il est parti d'hôpital en hôpital, de cure en cure, de dépression en dépression. Voilà. À ce moment-là, on est effondré, on est au plus bas de ce qu'on peut être, quoi. Ça a été invivable, invivable. Il vivait plus, mon mari. Il a plus vécu ce jour-là. Ça a été fini. Il ne pensait qu'à sa sœur. Notre vie, elle a été vraiment bousculée. Un terrible choc. Il reste encore une personne à informer, et pas n'importe qui. C'est le propre fils de Chantal, Charles,
30 ans à l'époque, est en prison pour vol et braquage. Un personnage qui intrigue les gendarmes. Moi, je descends, je vais au parloir, tout ça. Je vois sur Marie-Louise et tout. Elle me dit, asseyez-vous, Charles. Elle me dit, voilà, il y a votre mère qui est décédée. Charles Dochillou, fils de la victime. Eh bien, elle n'a pas dit assassinée, elle est décédée, elle est morte. Mais je ne pensais pas que ça avait été aussi grave que ça. Je savais que ça avait été grave, hein, parce que le corps à moitié brûlé, coupé de partout, tout ça. Pour Charles, le repris de justice, ce mode opératoire fait plutôt penser à un criminel endurci. Les gendarmes, eux, se mettent à échafauder plusieurs hypothèses. Les hypothèses à l'époque, quelles sont-elles? Celle de la mauvaise rencontre. Chantal Dochillou a rencontré quelqu'un dans les bois qui l'a tué. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle une mauvaise rencontre. Les enquêteurs, à l'époque, ont réalisé énormément d'investigations. Ils ont fait des recherches au niveau des véhicules. Carla Samartano, avocat des parties civiles. Ils ont comparé énormément de véhicules. Et là, ils vont faire des prélèvements sur des tas d'individus qui fréquentent la zone. Mais ça donne rien. Il n'y a rien de rien. Hypothèse numéro 2, le serial killer, le tueur en série. Cette femme se promenait dans les bois, on ne sait pas pourquoi, ou a été amenée à dessein dans ce lieu par quelqu'un qui voulait la tuer. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites pour essayer de faire des liens avec différents meurtres qui s'étaient produits tout autour de la France. Caroline Jeanmaire, avocat des parties civiles. De jeunes femmes à peu près de l'âge de Chantal. Aucun des criminels potentiels avec des agissements similaires ou alors non incarcérés au moment des faits Fabien Bousquet, avocat des parties civiles. N'était dans la région de Valence ou n'est susceptible d'être raccroché à l'enquête. Mais les enquêteurs ont encore une piste à vérifier. Ils s'intéressent aux proches de la victime. Et enfin, une piste qui doit, de manière quasi systématique aussi, être vérifiée, c'est l'entourage familial de la personne défunte. Face à la violence du crime, les gendarmes cherchent à savoir si Chantal ou un membre de sa famille pourrait avoir des ennemis. Et puis elle a aussi un fils qui s'appelle Charles, qui malheureusement a un peu fait des bêtises et se retrouve au mois d'août 2001 incarcéré au Baumette parce qu'il a fait des actes illégaux. Maître Caroline Jeanmaire est l'avocate de Charles. Aujourd'hui encore, elle se souvient de sa première rencontre avec son client. On m'appelle pour un prévenu qui avait volé une bouteille de whisky dans un supermarché. Et donc moi, j'étudie le dossier qui paraissait à la base assez simple. Je vois l'escorte policière arriver, se diriger vers les geôles, avec un espèce de grand gaillard, un peu débraillé, qui avait un fort accent marseillais et qui s'énervait. C'était clairement... Bon, alors je me dis, bon, ça va pas être un client simple à gérer. Et puis, entre deux conversations, lui me dit « Mais vous vous rendez pas compte, maître, j'ai une vie de fou, moi je fais que des allers-retours en prison, et puis en plus, ma mère, elle a été assassinée. Et moi, dans mon village où j'étais, au Logis 9, c'était un peu des voyous, quoi. C'était un peu un village de voyous, un peu, on va dire. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. C'est sûr, quand j'étais minot, j'ai fait quelques vols de voitures, des cambriolages, des trucs comme ça. Et après, de fil en aiguille, voilà, on est monté un peu crescendo, jusqu'au braquage, tout ça. Puis voilà, des vols dans les magasins, des trucs vraiment, voilà. Il n'y a pas que les gendarmes qui envisagent un éventuel rapport entre ce crime et le fils hors-la-loi. Car en prison, Charles a eu maille à partir avec d'autres malfrats. Il se demande si ça n'est pas une vengeance d'un autre voyou avec qui il a eu une embrouille. C'est logique. C'est moi qui, indirectement, suis responsable de sa mort, de son assassinat, de cette mort violente. C'était un ami à moi, un collègue à moi, avec qui on était
Et il s'est fait des films. Il a cru que moi, c'est moi que je les avais dénoncés dans cette affaire-là. Moi, j'ai pensé qu'il s'allait s'en prendre à moi. J'entendais en bas, oh, il a une mère. Du coup, moi, j'ai fait le rapprochement avec moi. Et au mois d'août, elle a été assassinée. Alors il avait entendu dans les promenades du centre pénitentiaire des gens parler de est-ce qu'il a une mère, est-ce qu'il n'a pas une mère. Lui était à l'isolement à l'époque. Il avait entendu ces propos-là et il s'était monté tout un film. Et ce raisonnement va l'envahir, va lui pourrir sa vie pendant près de 2 décennies, pendant près de 20 ans. Et des fois, j'avais la vengeance qui venait. Des fois, je me disais qu'il fallait que je règle cette histoire, si je n'étais pas un homme. Des fois, je me disais qu'un homme, c'est pas plus qui se venge. Et franchement, je me suis détruit pendant 20 piges, je tournais à la cocaïne. La destruction, l'autodestruction, tout simplement. C'était que ça. Ouais, j'ai pensé que c'était moi, tout ça. Cette hypothèse du règlement de compte effraie toute la famille. Existerait-il un tueur à la solde des ennemis de Charles qui pourrait s'en prendre aussi à ses proches ? On se dit qu'il y a un inconnu qui peut-être sillonne la France à la recherche de sa future victime, qu'il pourrait venir s'en prendre à eux. On est vraiment dans une forme de cauchemar réel où on se pose 1 milliard de questions. Moi, personnellement, j'avais peur qu'on en veuille à ma famille. Richard de Chilloux, neveu de la victime. J'étais quand même des fois le soir, traqué, il y avait des voitures qui me suivaient, j'avais toujours cette crainte. Voilà, on reste avec ces interrogations-là. On se disait, autant il y a quelqu'un qui nous attend, qui nous veut du mal, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, on avait même peur de sortir, jeter la poubelle le soir. Raymonde de Chilloux, belle-sœur de la victime. À l'époque, j'allais toute seule jeter la poubelle, avant cette histoire. Mais après cette histoire, c'est mon mari qui m'accompagnait, on allait jeter la poubelle. Mais c'était irréel. C'était pas possible. Qu'est-ce qui se passe? À qui elle a fait du mal? Pourquoi on lui a fait ça? Dans la famille de Chilloux, il y en a un qui va se plonger dans cette enquête de façon obsessionnelle. C'est Patrice, le frère de Chantal. Depuis le meurtre, il a sombré dans une spirale infernale de suspicion et de quête de vérité. Il était toujours, je me souviens encore, avec sa cigarette, toujours avec sa cigarette. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Il n'arrivait pas à réaliser de ce qui s'était passé. Il a cherché plusieurs fois à savoir qui c'est qui a fait ça, mais c'était triste de le voir ruminer tout le temps comme ça. Et il a passé sa vie à chercher, à savoir pourquoi. Durant cette affaire, tous les mois, il appelait l'avocat. Il n'y a rien de nouveau, maître? Il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Voilà. Ce crime l'a rendu totalement obsessionnel. C'est ainsi qu'un litige de voisinage, par exemple, le fera penser que peut-être les voisins sont impliqués. Un article de presse relatant des faits similaires le laissera penser que peut-être l'auteur est le même. Il allait voir les voisins, demander, voir s'ils savaient, s'il y avait quelque chose, s'il y avait eu des disputes ou quoi, mais non, rien. C'était presque, on va dire, sa raison de vivre, quoi. C'était devenu obsessionnel, quoi. Et il pensait plus qu'à ça. Mais 10 années ont passé sans résultat. Nous sommes désormais en 2012 et Patrice, comme les enquêteurs, n'aboutissent à rien. Hélas, dans ce genre d'affaires, la justice a ses limites. En 2012, on arrive au bout des investigations. On n'a pas de suspect. Et malheureusement, en l'absence de suspect, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la famille de Chilloux comprit que l'assassin de Chantal ne serait jamais trouvé. Ils sont venus nous dire, voilà, on ferme le dossier, on le ferme. Et ce jour-là, quand ils sont venus, avec mon mari, on s'est remis à pleurer. C'est dur parce que ils viennent, on reparle de ça et on recommence à ressasser le passé. Ah, c'est pareil, il a pété les plombs. Il allait voir l'avocat, c'est pas possible qu'on ferme l'affaire de ma sœur au bout de 10 ans, je comprends pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi on ferme l'affaire. Il acceptait pas, il admettait pas
que ça puisse être possible qu'on laisse l'affaire de sa sœur comme ça. Ça l'a fait replonger dans cette dépression. Il est reparti à l'hôpital. Il me dit, tu sais, s'il m'arrive quelque chose que je meurs, tu continueras l'enquête. Essaye de savoir, essaye de faire ouvrir le dossier. Je dis, t'inquiète pas, on s'en occupera de ta sœur. Ne t'inquiète pas. C'est une seconde tragédie pour la famille. Votre mère est morte, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est ça ce que ça veut dire, le classement d'un non-lieu. C'est un clou dans le cœur des proches. Non-lieu, il n'y a rien. Indirectement, cette histoire provoque un drame supplémentaire. Patrice, le frère de Chantal, ne se remettra jamais de l'assassinat de sa sœur. Il meurt prématurément à l'âge de 60 ans. Le frère de Chantal de Chilloux, qui pendant les 10 dernières années de sa vie a été hanté par la recherche de l'assassin, va mourir sans connaître la résolution de cette affaire. Ça l'a tué, quoi. Il est mort, il est décédé par rapport à cette histoire, quoi. Il s'est laissé, on va dire, mourir de peine. Il est parti avec cette souffrance en lui. Pour la mémoire de mon père, de ma tante, j'ai tout fait pour qu'on continue, pour que ça puisse, je veux dire, un jour aboutir et sortir, quoi. Pour la mémoire de mon père, je veux pas lâcher l'affaire, quoi. Je veux pas lâcher l'histoire. Pendant les 10 ans qui suivent le décès de son père, Richard et sa mère restent obsédés par cette affaire. Raymonde est dévastée par la mort de son mari. Tous les jours, elle cherche des réponses à ces questions. Je monte arroser les fleurs, au cimetière, tout ça. Et je me suis mis à prier auprès de Chantal. Je dis, mon Dieu, Chantal, dis à ton frère qui c'est qui t'a tué, que la police sache quelque chose, qu'on voie le meurtrier, qui c'est qui a fait ça. Écoute, ce meurtre, il va pas être impuni quand même. Essaye de faire un signe, de montrer qui c'est qui a fait ce crime. Je sais pas, mon Dieu, j'ai tellement prié fort. En 2021, 20 ans après le meurtre et le viol de Chantal, et 8 ans après le non-lieu prononcé dans cette enquête, il n'existe toujours aucune piste concrète. Problème, la prescription pour ce crime tombera dans les prochains mois. Pourtant, contre toute attente, un événement complètement étranger à l'histoire de Chantal va relancer l'affaire. Dans cette histoire où les enquêteurs n'ont pas de chance, il va y avoir une sorte de Big Bang, un coup de bol. Et vous comme moi, on s'en souvient très bien, puisque c'est l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, l'assassin de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Ce redoutable meurtrier est suspecté d'être un serial killer. Alors la gendarmerie crée une brigade spéciale pour rouvrir et réétudier tous les dossiers de meurtre et de disparition non résolus. Les enquêteurs vont rééplucher, comme on dit, vont revenir en arrière sur des tas de dossiers classés sans suite, avec ce qu'on appelle un œil neuf et des nouvelles techniques d'enquête. Et parmi les dossiers en souffrance, il y a celui de l'assassinat de Chantal de Chilloux, qui remonte maintenant à plus de 20 ans. Et on va donc, j'allais dire, remettre en haut de la pile ce dossier de cold case. Et là, surprise. L'analyse des scellés, qui avait été fort heureusement conservée, Fabien Bousquet, avocat des parties civiles, va révéler une chose totalement inattendue et totalement incroyable d'ailleurs. Le profil génétique retrouvé sur le mégot, c'est-à-dire le profil génétique de l'assassin, est répertorié au fichier national. Un ADN qui match, comme on dit, qui correspond à un monsieur qui s'appelle Raymond Touillet et qui, lui, a donné son empreinte génétique pour une histoire de violence conjugale. Autrement dit,
Ce Raymond Touillet est déjà connu des services de police, et pour une affaire de violences faites aux femmes, ce qui attire l'attention des gendarmes. Les enquêteurs vont donc, dans un premier temps, le loger, savoir où il vit, savoir où il habite, vont circonscrire son entourage et vont circonscrire son mode de vie, ainsi que sa personnalité. Le 3 juin 2020, Raymond Touillet est interpellé. Il devient le suspect numéro 1 dans le meurtre de Chantal. Une arrestation qui aurait dû se produire 12 ans plus tôt. Et quelle a dû être la surprise de l'enquêteur que d'apprendre que ce profil génétique a été répertorié depuis 2008. On ne sait pas s'il a été transmis. Caroline Jeanmaire, avocat des parties civiles. S'il a été reçu ou pas, l'information, elle n'est découverte qu'en 2019. Le suspect aurait dû être arrêté il y a longtemps déjà. Une erreur aujourd'hui encore inexpliquée. Mais pour la famille, c'est enfin l'espoir qui renaît. En 2020, j'ai l'avocat qui m'appelle pour me dire Richard, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Il me dit asseyez-vous, je m'assois. Et là, la nouvelle tombe. Richard de Chilloux, neveu de la victime. Il me dit Monsieur de Chilloux, on a retrouvé l'assassin de Chantal. Voilà. Alors là, je suis submergé. Du passé qui me revient, qui me ressurgit, toutes ces émotions de l'époque qui font 20 jours. Mon Dieu, le soulagement que j'ai eu. Raymonde de Chilloux, belle-sœur de la victime. Je me suis mise à pleurer, c'est pas possible, Richard. Il me dit oui, ça y est. Je lui ai expliqué, je lui ai dit Richard, il y a 2 jours, j'étais au cimetière, je priais Chantal tellement fort. Les gendarmes de la nouvelle cellule entendent le suspect et tout de suite, la personnalité inquiétante de Raymond Touillet les impressionne. Raymond Touillet, c'est une masse. Il n'a pas de cou, hein, il se tient un peu comme ça. C'est un type qui est très imposant. Il a une vie assez dissolue puisqu'il a eu différentes compagnes, avec des enfants avec ses différentes compagnes. Toutes les liaisons de ce Raymond Touillet se sont plutôt mal terminées. 20 ans après le meurtre de Chantal, les gendarmes commencent son interrogatoire. Et dès le début de ses gardes à vue, l'homme se montre bavard. Assez rapidement, il va situer les faits et assez facilement. Il va indiquer aux enquêteurs ce qui s'est passé, selon lui, le jour des faits. Qu'il prétend avoir rencontré la victime dans un bar, avoir bu un coup avec elle, puis après, dans la voiture, avoir fait l'amour. Raymond Touillet dit « Oui, j'ai rencontré Chantal de Chilloux, mais ça ne s'est pas bien passé. Il l'a frappée. » Il y a eu une dispute dans la voiture, mais à l'époque, il fallait pas me chercher, donc sous-entendant que Chantal l'aurait cherché et qu'elle serait responsable de la dispute. Il ne dit pas « Je l'ai tué, je l'ai assassiné ». Non, non. Il dit « Je buvais beaucoup, je me rappelle plus trop ». Raymond plaide l'amnésie. Mais pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. La victime et lui se sont battus dans la voiture ce jour-là. Ils ont la conviction que la dispute a dégénéré et qu'ils sont face au meurtrier de Chantal. De son côté, Raymond n'en démord pas. Il nie absolument l'avoir tué. Et il va même plus loin car il affirme désormais que les gendarmes lui auraient extorqué les aveux concernant les actes de violence commis sur elle ce soir-là. Selon lui, il aurait déposé Chantal à son hôtel à la fin de la soirée et elle était vivante. Il va nier les faits et dire que les enquêteurs ont fait pression sur lui. Devant le juge, ce qu'il raconte, c'est que il l'a rencontrée et que c'était un rapport consenti et qu'il l'a déposé à proximité d'un hôtel. Son avocat commis d'office, maître Bertrand Beau, n'aura de cesse de défendre la version de son client. Pour lui, elle tient la route. Aujourd'hui encore, il se souvient des explications de Raymond Touillet lors de leur première rencontre. J'ai rencontré cette femme à bord de péage. Moi, j'étais en terrasse en fin d'après-midi. Je l'ai abordée. Je lui ai proposé de boire un verre. Bertrand Beau,
avocat de la défense. Nous avons sympathisé, nous avons une relation sexuelle consentie, puis je l'ai laissé seul. J'ai été là par hasard. J'ai une relation consentie et finalement aujourd'hui on m'accuse d'avoir tué cette femme, mais en fait c'est un autre. L'ADN prouve que j'y étais, ça prouve pas que je l'ai tué. Raymond Touillet, il ne nie pas la rencontre, il ne nie pas le rapport sexuel, il nie simplement le viol et le meurtre. Pour la défense, il n'y a aucune preuve flagrante qui prouve que Raymond Touillet ait tué Chantal de Chilou. Ni arme du crime, ni témoin. Mais pour l'accusation, les indices sont graves et concordants. Alors le suspect est renvoyé aux assises pour viol et meurtre. Ce sera au juré de trancher. Le 24 septembre 2023, le procès commence. Et tout le monde veut savoir si c'est bien le meurtrier de Chantal qui est dans le box des accusés. À commencer par Charles, le fils de Chantal, et Maître Jean-Mère, son avocate. On est dans une ambiance qui est assez lourde. Moi, je dois gérer mon client qui est face à une épreuve très difficile, mais qui veut affronter et mettre un visage sur le meurtrier de sa mère. Ben, ce type-là, déjà, je me suis demandé pourquoi il avait fait ça, comment il avait fait ça, et pourquoi elle méritait ça. Charles de Chilou, fils de la victime. Et ça, je me poserai toujours la question du pourquoi il lui arrivait ça. Moi, j'étais pressé de voir sa tête. C'est vrai, j'ai été pressé de voir sa tête. C'est dans ce climat que va s'ouvrir le procès de Raymond Touillet. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. On attend une explication de la part de l'accusé. Tous les proches de Chantal sont dans la salle, nerveux et avides de vérité. Le procès du meurtrier présumé s'ouvre enfin, 20 ans après le drame. Pour ceux qui espéraient entendre des aveux, Maître Bertrand Beau compte bien leur rappeler que pour lui, le dossier est plus que léger. C'est un procès qui est compliqué parce qu'on a un homme auquel on reproche des faits qui sont à la fois extrêmement graves, qui se cumulent, et pour autant avec finalement pas tant d'éléments que ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de déductions, beaucoup de suppositions. Il est en colère, il veut se défendre, il trouve ça injuste. Il se défendra quoi qu'il arrive, pied à pied. Et tant qu'il n'est pas condamné, il s'accroche. Donc il est dans cette disposition assez combatif. Et lorsque Valérie Blin, la présidente des Assises de Valence, ouvre les débats, l'attitude de Raymond Touillet déstabilise très vite la cour et l'ensemble de l'audience. Il se désintéresse un peu de ce procès. Il est la tête sur les bras, il écoute à moitié, il fait répéter les questions sans cesse. Tantôt, il va dire « moi je réponds plus à vos questions, je garde le silence ». Carla Sammartano, avocat des parties civiles. Aussitôt après avoir dit « je ne dirai plus rien », il va répondre complètement à côté de la question qu'il lui pose. Il fixe les différents avocats ou l'avocat général. On le sent complètement détaché et ailleurs. C'est quand même son destin qui se joue. L'attitude distante de l'accusé interpelle la cour. S'il est innocent, comme il le proclame, les juges s'attendaient à plus d'indignation et de révolte de sa part. Ils sont même surpris par son système de défense lorsqu'il s'en prend brutalement à Chantal, la victime. Vous avez un accusé qui non seulement n'admet pas les faits qu'on lui reproche, mais qui en plus vient quelque part salir la mémoire de la victime en la faisant passer pour une femme facile. Je pense qu'elle n'aurait pas été capable de ça parce qu'elle était dans l'optique d'aller décrocher son poste. Et je pense pas que c'était dans son idée. Je pense pas qu'elle avait ça dans la tête d'aller, batifoler avec le premier venu, quoi. Sachant qu'elle était attendue le lendemain et qu'il lui restait du chemin à faire. Bon, franchement, le premier jour, j'avais envie de le manger, le premier jour. Le premier jour, j'avais envie de le manger. C'est son attitude hautaine, voilà, c'est une pourriture, hein, c'est une sale mec, hein. Ma mère, elle a dû le frapper, ma mère, elle a dû l'enfiler dans la tête. Et il n'a pas dû aimer ça qu'une femme le frappe. Du coup, c'est pour ça qu'il en est arrivé jusqu'à l'extrême. Je suppose, moi. Je suppose que ma mère, elle s'est défendue, moi. À chaque suspension d'audience, les proches sont ulcérés par le comportement de l'accusé. J'aurais aimé qu'ils disent ce qui s'est passé et pas parler comme il a parlé. Raymonde de Chilou, belle-sœur de la victime.
qu'il se souvient pas, il sait plus rien, il a oublié, il sait pas, c'est pas lui. Il marquait d'affront par rapport à nous. Hein. Il avait le regard froid, il avait le regard vide. Ça l'atteignait pas, quoi. Richard de Chiyou, neveu de la victime. On aurait dit qu'il avait aucun sentiment, qu'il avait aucune émotion. Non, il est insensible, mec froid, glacial. L'accusation sort alors un atout de sa manche. Elle appelle à la barre les membres de la propre famille de Raymond Touillet. Et leurs témoignages sont accablants. En général, les témoins de personnalité viennent dresser un portrait un petit peu positif de la personne pour laquelle elles viennent déposer. Là, vous avez deux des compagnes de Monsieur Touillet qui parlent de relations violentes, d'une forme d'emprise qu'il a exercée sur elle, d'une possessivité même. Son ancienne belle-fille et sa demi-sœur qui dénoncent des faits de viol. Caroline Jeanmer, avocat des parties civiles. Qui se serait produit juste avant le meurtre de Chantal, donc en 2000 et en 2001. Des accusations qui retentissent comme un coup de tonnerre dans le palais de justice. Raymond Touillet aurait déjà violé et surtout avec un mode opératoire qui rappelle étrangement ce qui est arrivé à Chantal. La demi-sœur, elle raconte que ils avaient des barbecues familiaux qui étaient organisés le week-end et qu'à l'occasion d'un barbecue, ils devaient aller chercher du pain ou des cigarettes et donc elle est montée en voiture avec Raymond Touillet. Plutôt que d'aller chercher des cigarettes ou du pain, il s'enfonce dans un chemin, dans les bois, et puis il arrête la voiture et il lui enlève son pantalon, lui dit de se taire, il la viole, et puis après il fume une cigarette et il remonte dans la voiture et ils font comme si de rien n'était lors du barbecue familial. Pour l'accusation, Raymond Touillet apparaît comme un prédateur au sang froid, un agresseur qui se détend en fumant une cigarette après le viol. On se rend compte qu'il y a de grandes similitudes avec ce qui a pu se passer pour Madame Chantal de Chiyou. Il y a la voiture, ça s'est toujours passé dans une voiture, par exemple. Il y a aussi ce côté invraisemblable de retrouver sur la scène de crime de Chantal de Chiyou un mégot de cigarettes. Or, il se trouve que Raymond Touillet, c'est un gros fumeur de cigarettes. C'est un gros buveur, il est alcoolique, mais il fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est presque du copier-coller d'une certaine manière. On retrouve cette personnalité qui peut presque coller complètement au fait qu'il rencontre Chantal de Chiyou, ça se passe mal, il la viole et il la tue. Les témoins se succèdent et le profil effrayant de Raymond Touillet apparaît au grand jour. Pour la famille de Chantal, c'est la stupeur. Vous me rendez compte de violer sa sœur, mais c'est un être abominable. Il n'y a pas de mots, hein. C'est un être ignoble. Ignoble. On se disait, c'est pas possible. On était tous en larmes, hein. C'est horrible. Raymond Touillet est dans une mauvaise posture. Cette affaire de viol peut considérablement lui nuire. Mais dans le box, il clame toujours son innocence en ce qui concerne le meurtre de Chantal. Lui dit que c'est un complot, que c'est contre lui, que c'est une vengeance, mais sans donner de motif à cette vengeance. Donc ça ne tient pas non plus la route. Mais pour la défense, les choses ne sont pas si simples. Pour Maître Beau, si les agressions que l'on reproche à son client sont réelles, pourquoi avoir tant attendu pour en parler ? Vrai, pas vrai, complot, pas complot. En tout cas, c'est une interprétation qu'il a pu se faire en disant il y a quelque chose d'assez étonnant de se dire qu'elle a attendu 19 ans pour révéler ses faits. Si réellement ces faits s'étaient produits, pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt ? Bertrand Beau, avocat de la défense. Et ça reste quand même une interrogation importante pour M. Touillet, mais également pour l'avocat que je suis. Et donc pourquoi attendre le déroulement d'une enquête sur d'autres faits de même nature. Donc ça, oui, ça pose et ça suscite des questions. Fin de la première journée. L'accusation a marqué des points avec ses affaires de viol. Raymond Touillet est de moins en moins crédible.
Un handicap qui pèse lourd lorsque le deuxième jour, la cour revient sur les circonstances du meurtre de Chantal. Dès le lendemain matin, l'accusation commence avec les versions présentées par Raymond Touillet en garde à vue. Mais il maintient ses affirmations. S'il a parlé de violence sur Chantal, c'est parce que les gendarmes ont fait pression sur lui. La présidente lui a dit très bien, monsieur, je veux dire, si vous le voulez bien, on va regarder ces aveux que vous contestez, cette garde à vue où on vous aurait fait sortir les mots de votre bouche alors que, en fait, c'était pas vrai. Et là, on va voir un interrogatoire et cet interrogatoire, malheureusement, il ne correspond pas du tout à ce que dit l'accusé. Car ces interrogatoires ont été filmés. La présidente ordonne de montrer les images et elles sont sans équivoque. Les enquêteurs, effectivement, lui posent des questions, mais ils ne font pas preuve d'une pression extrême. Et lui paraît détendu. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui est sous pression et qui a envie d'en finir et qui dit « je vais avouer sous la contrainte ». Pas du tout. On a même servi à Raymond Touillet un petit thé. La vidéo a un effet désastreux pour l'accusé. La version de l'extorsion des aveux prend l'eau. Et ensuite, c'est tout le récit de Raymond Touillet, le jour du meurtre, qui est mis à mal. L'histoire qu'il raconte, que soi-disant il avait rencontré dans un bar, aux alentours des 18h30, et ce que les enquêteurs nous disent, c'est que à 18h30, elle était dans le train, elle était dans le TGV. Donc, il nous a menti du début à la fin. Tout ce qu'il a raconté, c'était que du faux. Que du faux. L'accusation enfonce le clou et démonte la version de Raymond Touillet. Il la rencontre, elle tombe sous le charme, il la redépose juste après l'acte sexuel consenti à côté d'un hôtel. Et bizarrement, il y a quelqu'un qui vient attraper cette femme, la tuer sauvagement et mettre le feu à son entrejambe et qui dépose le corps à 90 cm d'un endroit où il avait été fumé 1 ou 2 jours avant. Donc ça tient absolument pas la route. Là, on voit le visage de l'accusé. Ça veut dire que si on résume, Raymond Touillet a un problème avec les femmes. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Raymond Touillet se montre violent avec les femmes. Et donc, il a une panoplie parfaite pour coller à celle de l'assassin de Chantal de Chillou. Le procès vient de basculer. Raymond Touillet est de plus en plus perçu comme capable d'avoir tué Chantal. Mais rien n'est joué. Il faut encore le prouver. Maître Beau, l'avocat de la défense, plaide le doute qui, dans le droit français, doit profiter à l'accusé. Tiens, attendez, n'allez pas trop vite en besogne. Le doute. Et mon propos, ma plaidoirie était de dire, n'allons pas trop vite en besogne. Douter. N'abandonnez jamais la question du doute, notamment dans ce lieu qui est une cour d'assises. Parce qu'on parle, à nouveau, d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité qui est quand même la plus lourde qui existe en France. Donc, on a quand même le droit d'avoir la main légère et tremblante quand on prononce ce type de peine. Mais l'accusé ne lui facilite pas la tâche. Au dernier jour du procès, au moment des plaidoiries et du verdict, Raymond Touillet refuse de quitter sa cellule. Le moment est venu des plaidoiries, le dénouement, l'acte final. Fabien Bousquet, avocat des parties civiles. Raymond Touillet choisit de ne pas comparaître. C'est peut-être son dernier acte de lâcheté finalement. Cette absence pourrait-elle influencer le jury ? Le procès se termine sur une impression très négative concernant Raymond Touillet, qui continue de clamer son innocence. Alors sans ses aveux et sans preuve flagrante de ses culpabilités, c'est l'intime conviction des jurés qui doit trancher. Il faudra 5 heures au jury pour déclarer Raymond Touillet coupable de viol et de meurtre. La sentence tombe dans un silence glacial. Alors, Raymond Touillet a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Carla Sammartano,
avocat des parties civiles. Ça reste néanmoins un moment fort pour les parties civiles qui, à défaut d'avoir eu les réponses à leurs questions, ont au moins une réponse en termes de culpabilité. Ils ont la certitude aujourd'hui d'avoir l'auteur des faits qui étaient reprochés. On est satisfait de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui a été prononcée. Caroline Jeanmaire, avocat des parties civiles. Ça me semble être une peine juste. Cet homme a vécu pendant 19 ans sans être inquiété. Il a bien vécu, il a eu une famille et il en a détruit une autre. Ma mère, elle m'a manqué. Elle m'a manqué et je sais que je ne la reverrai plus jamais. Charles de Chilloux, fils de la victime. Et que tout ce que j'ai pas vécu quand j'étais jeune avec elle, tout ce que j'ai manqué, je ne pourrais plus le rattraper. Moi, ce que j'ai envie de dire à mon père, ce que j'ai envie de dire à Chantal, c'est que maintenant, on sait la vérité. Richard de Chilloux, neveu de la victime. On sait qui c'est qui l'a tué. J'espère qu'il nous voit d'en haut. Je pense que mon père suit ça à la loupe. Que maintenant, il va nous faire falloir un peu de temps pour réaliser, quoi. Raymonde de Chilloux, belle-sœur de la victime. Que notre vie, elle reprenne le cours de la vie. Mais c'est dur. Mais une nouvelle épreuve attend la famille. Raymond Touillet a décidé de faire appel. Il est donc présumé innocent. Un deuxième procès se profile à l'horizon. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.